Eh bien, écoutez, en tout cas, ravi de pouvoir parler ce matin d'un sujet ô combien à la fois à la mode et important, l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle dans un cadre effectivement assez particulier qui est celui de la durabilité. Comment on peut, ou pas d'ailleurs, en tout cas, essayer de concilier ces deux approches pour s'inscrire dans une voie qui est une voie plus frugale, raisonnable et raisonnée en matière d'usage de l'intelligence artificielle. Alors, pour pouvoir vous parler de cela, quelques points pour démarrer, plutôt pour revenir au début. De quoi parle-t-on pour de vrai en matière d'IA générative? Le côté très impressionnant, et les métriques qu'on utilise très souvent en la matière, c'est le temps mis par les technologies. Alors ce sont la plupart du temps de grandes plateformes, je pense à Netflix, Airbnb, Twitter et autres, pour attirer 1 million d'utilisateurs. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est la capacité à se projeter dans l'histoire et dans le temps et de voir un petit peu justement cette vitesse d'accession au premier million d'utilisateurs. Donc si on remonte plutôt dans les années 2000, bah, c'était Netflix. Netflix a mis 3 ans et demi pour atteindre près d'1,5 million, 1 million d'utilisateurs. Si on accélère un petit peu, Airbnb c'était 2 ans et demi, Twitter 2 ans, donc on voit comme ça une capacité petit à petit d'accélération. C'est normal, hein, puisque les usages étaient quand même un petit peu plus déployés, et Internet là aussi accéléré un petit peu. Facebook 10 mois, donc on voit qu'on dépasse déjà la barrière de moins d'un an, accélération aussi. Spotify 5 mois, donc là, on arrive sur des choses extrêmement vite. Et on avait jusqu'à présent plutôt la référence Instagram, hein, qui avait mis près de 2 mois et demi pour atteindre le premier million. Donc ce qui est au regard, par exemple, de Netflix des 3 ans et demi, est évidemment extrêmement rapide. Et en fait, ChatGPT, et c'est ça qui est quand même complètement incroyable, ChatGPT n'a mis que 5 jours pour atteindre le premier million d'utilisateurs. Donc on voit finalement cette vitesse de percussion et d'accélération sur la thématique de l'intelligence artificielle générative qui est le plus rapide qu'on ait connu on va dire, ces 10, 15, 20 dernières années en matière de technologie. Donc on voit cet effet finalement d'accès, d'ouverture. L'autre point aussi très signifiant, c'est que le ticket d'entrée, c'est-à-dire le coût d'accès à la fois financier et puis de maîtrise technique, de formation autour de l'IA générative devient aujourd'hui extrêmement faible. C'est finalement le navigateur Internet et taper quelques requêtes. Donc ça l'ouvre et ça le rend accessible à tous. Des versions gratuites existent, des versions payantes aussi. Donc aujourd'hui, il n'y a finalement aucune barrière à l'usage, donc ce qui peut aussi probablement expliquer cette vitesse d'accélération. Donc on voit bien, premier point important à noter, cette vitesse d'accélération, seulement 5 jours pour atteindre 1 million. L'autre point qui est aussi intéressant, puisqu'on s'inscrit quand même dans une réflexion plutôt dans l'univers de l'entreprise, l'univers B2B, c'est les principaux usages aujourd'hui qui sont associés à l'IA générative. Alors pour cela, j'aimerais citer une étude extrêmement intéressante de BPI France, très récente, puisqu'elle date de fin juin de mémoire, autour justement de la perception et de l'intégration de l'IA dans les entreprises françaises. Quelques chiffres, juste pour vous mettre un petit peu en illustration tout cela. Aujourd'hui, on considère qu'une entreprise sur 3 utilise l'IA générative. Donc ça veut dire que ça commence à être déjà fortement déployé. Alors essentiellement PME, ETI. C'est vrai que quand on raisonne plutôt grand compte, on a probablement un pourcentage plus élevé, mais on peut déjà considérer qu'un tiers de ce qui fait le tissu des entreprises en France utilise et connaît l'IA générative. Deuxième indicateur très intéressant, c'est quasiment 6 dirigeants sur 10 de ces mêmes entreprises considèrent que l'IA devient un enjeu de survie pour leur activité et plus globalement leur entreprise. Donc on touche véritablement une conviction, une certitude que c'est en train de tout bouleverser et que de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou pas, on n'a plus le choix aujourd'hui. Il faut s'inscrire dans cette direction, d'une manière ou d'une autre. Et enfin, un chiffre là aussi assez intéressant, alors que je me permettrai peut-être de challenger un petit peu parce que il me semble quand même un petit peu important, mais on va dire 43% de ces mêmes dirigeants, toujours pour des entreprises PME, ETI, considèrent avoir d'ores et déjà adopté une stratégie IA. Alors effectivement, derrière le mot stratégie, on peut peut-être moduler un petit peu la perception que l'on peut en avoir, mais pour autant, ça veut dire qu'il y a d'ores et déjà une vraie perception des dirigeants d'entreprise aujourd'hui sur l'enjeu et la nécessité d'intégrer l'IA générative dans leurs activités au global, que ce soit plutôt dans une logique de performance interne sur les processus et les activités, finalement ce qu'il fait le quotidien de l'entreprise, mais aussi évidemment sur les produits, les services qui sont vendus. Donc encore une fois, dans cette double vision de l'expérience de l'IA et de l'IA générative pour soi et entre guillemets, autour de ces produits. Toujours dans les résultats de cette étude BPI, quelques chiffres extrêmement intéressants sur finalement pourquoi on utilise
L'IA générative, alors évidemment, à quasiment 70%, c'est pour produire des contenus écrits. Pas de grande surprise, hein, puisque c'est aujourd'hui, je pense, l'usage principal. Alors on parle beaucoup de ChatGPT, mais éventuellement de Claude, de Perplexity, enfin, de ces grands outils d'IA générative. Un autre chiffre qui là devient intéressant, parce qu'on touche aussi un univers, on va dire connexe, c'est 57% l'utilisent pour faire de la recherche et de l'analyse de données. Donc évidemment cette dimension analytique, mais pas que. C'est-à-dire qu'on voit depuis quelques mois maintenant un transfert, alors extrêmement rapide, même si les pourcentages en réalité restent faibles, de la recherche Internet traditionnel de type Google sur des outils d'IA générative, ChatGPT en particulier, et on voit une vraie bascule aujourd'hui avec des pentes d'accélération extrêmement fortes de la recherche de contenu web au travers de ChatGPT. Ça devient un sujet alors éminemment d'actualité pour beaucoup d'entreprises parce que de fait, une fois qu'on a dit cela, ça veut dire que ça pose des questions de référencement, d'accessibilité, de manière à être aussi visible et trouvable, si j'ose dire, au travers de ce type d'outils. Et enfin, dernier point sur on va dire, les grandes familles d'usage, à un petit peu moins de 40%, c'est la traduction. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils d'IA générative, alors comme ceux qu'on a cités, mais aussi je pense à DeepL par exemple, offrent des capacités de traduction extrêmement puissantes et performantes. On arrive d'ailleurs tout doucement aussi à la traduction quasi temps réel. On voit les grands acteurs de la tech, je pense à évidemment Google et Apple, dans les prochaines versions de l'iPhone, qui vont probablement proposer une capacité de traduction quasi simultanée dans différentes langues. Donc voilà, ça y est, de toute façon la machine est engagée, et donc si on retient un petit peu, s'il y avait 3 éléments importants à retenir en matière d'usage de l'IA générative, c'est évidemment produire du contenu, c'est l'effet waouh le plus impressionnant, et c'est aussi ce que maîtrise extrêmement bien ce type de plateforme. Second usage, c'est la recherche et la vision analytique, l'usage des données. Alors aussi bien des chiffres que, de plus en plus, la recherche sur Internet. Et enfin, la traduction. Dernier point, qui est là aussi, on va dire, intéressant. On a beaucoup raisonné dans l'univers de la tech sur les générations alors, X, Y, Gen Z, etc. C'est plutôt les tranches d'âge d'utilisation de l'IA générative. Alors évidemment, sans surprise, on va dire les plus jeunes, donc nos plus jeunes adolescents et jeunes adultes sont évidemment les plus gros utilisateurs avec de 75% d'usage. Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que sur les familles d'âge complémentaires, donc les 25 et plus, jusqu'à même 45 et plus, on arrive sur des taux d'usage bien supérieurs à 30%. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui, de toute façon, une percolation sociétale de l'IA générative en matière de tranche d'âge qui est extrêmement forte. Dit autrement, et de manière un petit peu caricaturale, aujourd'hui tout le monde l'utilise, évidemment encore un peu plus les jeunes, avec parfois des usages, vous savez, une créativité incroyable, en particulier pour les exercices, les préparations de cours et préparations d'examens. C'est quelque chose qui est éminemment utilisé, mais pour autant, on voit aujourd'hui, voilà, toutes les générations sont aujourd'hui connectées et utilisent l'IA générative. Alors, on voit l'effet waouh, on voit l'impact de l'IA générative. Pour autant, prenons un tout petit peu de recul, parce qu'on a l'impression finalement qu'on parle d'IA seulement depuis 2 ans. On va dire janvier 2023, de mémoire. Alors, attendez, c'était novembre les premières sorties, mais vraiment l'ouverture, c'est vraiment décembre 22 et début d'année 2023. Donc on va dire, allez, 2 ans hors taxe en matière véritablement d'usage de l'IA générative, avec évidemment une accélération. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un article dans les réseaux professionnels ou dans la presse, on va dire, plutôt professionnelle, qui ne parle pas d'IA. Alors peut-être si, mais ça devient relativement rare. Donc c'est vraiment le mainstream. Pour autant, là aussi, finalement, on parle quand même d'un sujet de l'intelligence artificielle, qui est un sujet finalement qui date des années 50. Les premiers travaux en matière d'intelligence artificielle, datent des années 50. C'est la machine de Turing et les tests de Turing, justement pour évaluer cette capacité donnée à la machine. Et on voit une évolution. Les années 60 aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les années 80-90, finalement, on s'est aperçu que les résultats n'étaient pas nécessairement à la hauteur, c'était plutôt complexe d'un point de vue technologique, assez onéreux, donc on est tombé dans ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire moins d'usage, on en parlait beaucoup moins, et puis néanmoins une réaccélération en fin des années 90, alors beaucoup au travers d'effets mode. C'était à la fois IBM avec le fameux match d'échecs contre Kasparov, avec la machine IBM qui avait gagné contre Kasparov. Il y a eu ensuite dans les années 2010 Watson, l'intelligence artificielle d'IBM toujours, qui a remporté un jeu télévisé très connu aux États-Unis, le Jeopardy. Et puis voilà, petit à petit, on a vu une évolution avec véritablement 2020 qui a marqué un tournant très fort, avec les publications de travaux autour de l'IA générative, cette fois-ci.
et donc qui est vraiment une famille de l'intelligence artificielle au global, mais dont la vocation est de générer du contenu, on y reviendra un petit peu plus tard, et le début entre guillemets, de l'ascension fulgurante d'OpenAI. Et puis évidemment, depuis 2021, là c'est désormais une course effrénée, à la fois en termes de nouveautés, à la fois en termes d'acteurs, puisque énormément d'acteurs se positionnent, à la fois des historiques qui n'y étaient pas au travers de rachats, et des pure players, je pense à OpenAI par exemple, qui se sont créés et aujourd'hui sont vraiment hyper spécialisés là-dessus. Alors, un petit point, c'est vrai que finalement ça semble simple et magique, l'intelligence artificielle générative, soit une fenêtre de navigateur, un logiciel sur son poste de travail, OpenAI, ChatGPT, et puis on discute, on fait des prompts, le langage consacré pour interroger l'IA générative, et ça répond vite, et souvent de manière assez bluffante. Donc on se dit c'est à la fois très simple, à la fois très rapide. En vrai, l'IA générative est quand même beaucoup plus complexe, puisque ça s'appuie sur des mécaniques extrêmement pointues et avancées, de réseaux neuronaux, de modèles de langage. Donc simplement pour dire que en fait, on a réussi un challenge incroyable, qui est souvent le challenge, le Graal de la technologie, c'est rendre éminemment simple quelque chose qui est incroyablement complexe. Et finalement, si on devait résumer l'intelligence artificielle générative, c'est bien cela. C'est la capacité à avoir l'impression que c'est simple, alors que l'environnement et les fondamentaux technologiques sont extrêmement complexes. Un point important, l'IA générative repose sur de la donnée. C'est-à-dire que sans données, pas d'IA générative. Sans données de qualité, pas d'IA générative de qualité. Donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est que pour avoir de bons résultats, quand on utilise ces outils, il faut avoir de bonnes données d'apprentissage. Et ça, c'est un point extrêmement important, on y reviendra aussi d'ailleurs un petit peu plus tard, parce que la donnée d'apprentissage est aujourd'hui le fuel, le carburant extrêmement important et de plus en plus stratégique de ces outils d'IA générative. Alors maintenant, si nous devions donner finalement une définition de l'IA générative, quelle serait-elle ? Alors l'IA générative, c'est finalement une catégorie dans l'univers de l'intelligence artificielle qui se concentre sur un usage bien particulier. Alors, c'est pas nécessairement sur celui de la création, je pense que ce terme création n'est pas le bon, mais plutôt sur de la génération de données, de contenus et de matières artistiques, de la musique, des images, des vidéos, enfin on voit énormément de choses aujourd'hui, de façon complètement indépendante et automatisée, en s'appuyant sur des mécaniques mathématiques et des algorithmes d'apprentissage que l'on qualifie de profonds, extrêmement complexes. Et ça s'appuie aussi sur des modèles globaux assez vastes en matière de langage. Alors, il y a une différence importante de l'IA générative avec l'IA traditionnelle, classique, parce que l'IA que l'on connaissait jusqu'à présent, quant à elle, se concentrait plutôt sur l'automatisation de tâches très spécifiques, comme de la classification, de la prédiction ou de la résolution d'éléments plutôt mathématiques. La grande différence de l'IA générative, c'est qu'elle apporte cette capacité, finalement, de produire du contenu moins structuré que l'intelligence artificielle traditionnelle, à une vitesse extrêmement forte aujourd'hui et avec un rendu qualitatif qui devient de plus en plus impressionnant. Alors s'il fallait citer quelques acteurs, alors, évidemment on en oublie beaucoup, mais OpenAI, l'incontournable, Midjourney dans l'univers des images, Gemini chez Google et Cocorico, puisqu'on a quand même aujourd'hui un acteur français-européen dont on parle de plus en plus, qui est Mistral AI. Donc là aussi, qui se positionne sur ses capacités de moteur, ce qu'on appelle des LLM, ces moteurs de génération de contenu, et avec cette dimension souveraine, ou en tout cas européenne, qui sera, je pense, de plus en plus importante dans les mois et les années qui viennent. On disait qu'il y avait des outils, on en a parlé de quelques-uns. En fait, le côté incroyablement excitant de l'IA générative, c'est évidemment cette dimension technologique, cette facilité d'accès, mais la contrepartie, finalement, de cette grande facilité, c'est aussi le foisonnement des solutions et des offres sur le marché. Aujourd'hui, il y en a tous les jours qui se créent, certaines disparaissent. On est vraiment sur une forme d'organisme vivant, aujourd'hui, en matière de technologie d'IA générative. Néanmoins, une tendance que l'on voit de plus en plus, c'est une forme de verticalisation, et en fonction d'usages particuliers, la production de musique, la création d'images, la création de vidéos, de contenus, de plus en plus de contenus, on va dire, thématiques, santé, juridique, etc. On voit apparaître comme cela des outils dits verticaux, spécialisés, dont finalement la caractéristique est d'avoir été entraîné, à la fois en termes de données d'entrée et puis d'algorithmes, sur des thématiques, des univers particuliers pour faire en sorte que la génération de contenu qui en est faite soit la plus pertinente et la plus adaptée à l'univers professionnel ou sectoriel qui a été défini. Donc voilà, pour retenir, des technos, il y en a de partout, il y en a de plus en plus tous les jours. C'est génial, parce que finalement, d'une certaine manière, c'est un petit peu un cadeau de Noël chaque jour au pied du sapin. Pour autant, on voit de plus en plus cette logique de verticalisation. Et un point important, c'est que, évidemment, ça bouge beaucoup, ça vit.
ça se crée, ça meurt. Donc attention aussi aux choix qui sont faits, parce que quand on choisit une technologie, il faut quand même essayer d'être vigilant pour faire en sorte que quelques mois après, elle soit toujours là, et d'éviter à tout prix que voilà, on se retrouve finalement un petit peu au milieu de nulle part, après des choix et des engagements financiers qui ont été faits. Encore un point pour continuer ce voyage un petit peu dans un premier temps sur l'IA générative, c'est aussi, avec beaucoup d'humilité et de pragmatisme, se rendre compte que l'IA et l'IA générative, c'est présent déjà dans notre quotidien et dans notre manière de travailler tous les jours. Alors on parlait tout à l'heure, je citais Apple, qui est évidemment un acteur incontournable. On voit aujourd'hui, alors il propose aujourd'hui dans les dernières versions de son système d'exploitation, bon, vous l'aurez compris, je suis un fan et amoureux de l'univers d'Apple, mais ceci étant dit, il propose des fonctions de création automatique de contenu, de logos, d'images, de personnages directement intégrés au travers de l'IA générative. C'est assez, alors, à la fois rigolo et assez efficace en termes de rendu. OpenAI, évidemment, complètement incontournable, ce sont des acteurs aujourd'hui que l'on voit beaucoup, mais pour autant, n'oublions pas Google Assistant. Il y a déjà quelques années, ça va faire 5, 6, 7, peut-être même pas loin d'une dizaine d'années, avec à la fois la partie logicielle et la partie hardware, ces petits outils OK Google, dont on commençait à parler et qui étaient capables déjà d'automatiser, d'avoir une forme d'intelligence artificielle dans l'autonomie et la capacité à pouvoir exécuter des tâches. Évidemment, dans l'univers automobile et l'explosion des voitures électriques, l'IA est partout. Alors on pourra citer Tesla, mais BYD, d'autres acteurs aussi, évidemment, très présents, avec des niveaux de conduite autonome de plus en plus importants. Google, et je pense que vous l'avez remarqué, y compris dans le quotidien, avec Lens, qui vous permet de faire des recherches automatisées à partir d'images. Vous prenez une photo et il est capable de vous dire à quoi ça correspond, de faire des recherches similaires de manière extrêmement simple. Et puis évidemment, les grandes plateformes de streaming sont fortement engagées en la matière, à la fois pour les notions de suggestion et de personnalisation. Vous savez, le côté parfois assez magique. On a regardé une série qu'on a adorée, comme par magie, on a 2, 3, 4 autres séries qui nous sont proposées. Ça, derrière, c'est de l'intelligence artificielle qui est mobilisée de manière à pouvoir être capable de faire ces logiques de recommandation. Et Netflix a annoncé pour 2026 la capacité aussi de pouvoir produire de la publicité personnalisé à la volée en fonction des caractéristiques de chaque consommateur, de son flux de lecture, de streaming précédent et de ses habitudes. Donc ça y est, là aussi on voit une marche en avant extrêmement forte qui est engagée. Allez, un petit focus avant de rentrer dans ce qui nous rassemble aussi aujourd'hui, l'IA et la durabilité. C'est l'application dans l'univers professionnel. Alors moi j'ai la chance de pouvoir pratiquer un métier incroyable autour du marketing et de la communication. Et donc c'était aussi pouvoir vous partager quelques retours d'expérience. Donc là vraiment en mode vécu et éprouvé. L'IA générative depuis maintenant 2 ans et demi bouleverse profondément nos métiers de marketing, à la fois dans la manière de l'imaginer, dans la manière de le produire et dans la manière de l'exécuter. Quelques exemples très concrets. Dans notre univers B2B, évidemment, le contenu est la mère de toutes les batailles au niveau marketing. On se doit de produire du contenu. Alors que je pense, comme beaucoup de pairs, début 2023, j'avais le mirage extraordinaire en me disant que ChatGPT serait capable de m'écrire tous mes contenus. Bon, j'en suis profondément revenu, parce que j'y crois pas, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est plutôt de l'eau tiède, au final, que les formules sont toujours les mêmes, que les lignes éditoriales restent quand même, somme toute, assez similaires. Donc, le contenu, heureusement, je crois qu'il nous reste encore de belles années, je l'espère, en tout cas, dans la créativité humaine. Pour autant, l'IA générative apporte une plus-value incroyable dans l'analyse et les préparations en amont de plans détaillés d'analyse documentaire et dans la capacité d'automatiser les PAO, vous savez, les mises en forme complètement automatisées et la production d'images. Un vécu très fort en la matière, c'est qu'aujourd'hui, dans notre métier et dans mon activité marketing, aujourd'hui, 100% de la production des e-books, donc ces livres qui partagent des convictions sur des thématiques liées à notre métier, sont produits et sont réalisés par IA générative en matière de PAO et de design. Ce qui fait, diminuer drastiquement les coûts et accélérer grandement notre capacité de percussion. Deuxième chiffre, c'est 80% de temps gagné dans la production de ce qu'on appelle nos assets, nos petits outils marketing du quotidien. On parlait des contenus, on peut parler des landing pages, on peut parler de préparation de campagne. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. Pour les confrères au marketing, produire des landing pages, on s'aperçoit parfois ça coûte, c'est un peu long, etc. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on parle de quelques dizaines de minutes, on va dire 1 heure pour produire des landing pages extrêmement transformantes, intégrant les meilleures pratiques en la matière. Donc ça révolutionne profondément notre métier. Donc, alors c'est effectivement une landing page, qu'est-ce que c'est ? Une landing page, c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Ce sont des pages uniques Internet qui présentent un produit, un service, un argumentaire, avec pour objectif de vous convaincre et de vous amener à cliquer
sur le ou les boutons qui sont présents dans la page, de manière à ce que vous puissiez laisser les coordonnées. Et donc c'est le saint graal de nos activités marketing, parce que c'est ce qui nous permet de capter du contact, et ensuite de pouvoir opérer des campagnes sur ces mêmes contacts. Et donc l'IA générative aujourd'hui accélère profondément et grandement cette activité. Et puis, là aussi, et avec beaucoup d'humilité, parce qu'on a essayé, et on essaye encore, de travailler évidemment avec de l'IA générative, mais aussi avec une manière plus traditionnelle. Et pour chaque campagne que l'on exécute par mail, on est toujours en double approche. Une approche, on va dire, plutôt traditionnelle du marketing et des messages, qui nous semblent les plus convaincants, que l'on teste avec nos équipes commerciales, avec les équipes marketing et communication, voire même avec des clients. Et puis, un challenging au travers de l'IA générative. Et bien aujourd'hui, force est de constater, avec beaucoup d'humilité, de tristesse peut-être pas, mais en tout cas de réalisme, de se rendre compte que les campagnes qui sont aujourd'hui augmentées, dopées, on utilisera le mot qu'on veut, par l'IA générative, sont systématiquement plus transformantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque campagne qui est passée dans des moulinettes de prompts qu'on a développées, très particuliers et très adaptés, pour pouvoir lancer ces campagnes de mail principalement, et ben en moyenne, elles sont 30% plus efficaces que nos campagnes, et pourtant on a l'impression de tout donner. En matière de conception, de messages. On a vraiment l'impression d'être meilleur. Et ben en vrai, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, systématiquement, les campagnes dopées à l'IA générative sont plus efficaces. Donc il y a clairement, en tout cas, un apport. Et là aussi, une réflexion de dire que, de toute façon, en tout cas dans beaucoup de métiers, mais pour celui que je connais un petit peu plus, dans le marketing et la com, on n'a plus le choix. Aujourd'hui, c'est en tout cas un usage fondamental et important. Alors après cette présentation, finalement, un petit peu de l'IA générative, c'est quoi et quels sont les éléments structurants et fondamentaux, place au cœur du sujet. La grande question, c'est y a-t-il et y a-t-il vraiment ? Et ce mot « vraiment » est important parce que je pense que c'est important de se poser la question aujourd'hui, une place pour cette notion de durabilité avec l'intelligence artificielle. Parce que on est tous convaincus en tout cas de l'impact que ça peut avoir dans nos métiers. Par contre, on a aussi tous conscience que l'IA générative est quelque chose qui surconsomme beaucoup de ressources, on y reviendra. Donc la grande question c'est, aujourd'hui, en tout cas, au regard de ce que l'on sait et de ce que l'on a mis en place, d'un point de vue global, peut-on vraiment parler d'intelligence artificielle et de durabilité ? Alors, premier point, quand on parle de durabilité, c'est important aussi de donner du sens aux mots que l'on utilise. Et donc, pour ce faire, il me semble important de repréciser ce qu'est la notion de durabilité. Alors, on peut avoir énormément de définitions. Je pense qu'au final, celle qui mettra tout le monde d'accord, c'est celle des Nations Unies, qui date de 1987, qui est liée à la commission Brundtland, qui avait justement mis en place ce principe de durabilité au niveau mondial. Et la durabilité, pour cette version 1987, c'est quoi ? La durabilité, c'est la satisfaction des besoins des générations présentes, sans compromettre, et ça c'est un point important, la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire finalement la durabilité, c'est la capacité à consommer, mais à consommer de manière frugale et raisonnée, de manière à ne pas obérer la capacité de nos générations futures à pouvoir, elles aussi, consommer raisonnablement. Et ça, c'est un point fondamental. Alors une fois qu'on a dit ça, on va tout de suite prendre le contre-pied absolu de cette notion de durabilité. Peut-être avez-vous entendu parler d'une annonce il y a quelques semaines maintenant de Moderna. Alors Moderna, c'est l'époque du Covid, ça nous ramène à des moments un peu moins joyeux, mais start-up, incontournable de traitement avec ARN messager. Moderna a annoncé il y a quelques semaines la fusion de leur département ressources humaines et leur département IT. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent aujourd'hui que les agents d'intelligence artificielle générative, principalement, sont à considérer comme étant des ressources de production au même titre que les équipes humaines. Et que de fait, il fallait appréhender ces deux au travers d'une approche unique et globale de ressources de production et de performance avec une seule et même direction. Voilà, donc c'est vrai que c'était la question, je crois qu'il y a 2 ans qu'on commençait à se poser. Certains aujourd'hui y apportent, alors avec néanmoins prenons aussi un petit peu de recul et évitons les approches un peu trop caricaturales et un peu trop binaires, ça va tuer tous les emplois. C'est pas du tout ce que l'on dit. On dit simplement qu'un certain nombre d'entreprises, alors évidemment plutôt des entreprises à forte culture technologique, aujourd'hui s'interrogent sur la manière d'intégrer encore plus l'IA générative et la nouvelle génération portée de l'IA générative au travers de ce qu'on appelle des agents, qui sont finalement des entités autonomes d'IA générative en capacité de pouvoir produire de manière autonome un certain nombre de tâches qui leur sont confiées, avec des capacités d'action et des libertés d'action qui leur sont là aussi conférées. Et donc, on considère que ce sont des entités qui vont demain venir aider, augmenter
supporter, au sens plutôt américain du terme, les équipes humaines, et qu'à ce titre, avoir une approche globale est quelque chose qui peut faire sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, et que l'objectif est surtout pas de d'effrayer, mais simplement de pouvoir déjà mettre en perspective un petit peu cette dimension à la fois durabilité et puis impact humain, regardons finalement cette notion d'intelligence artificielle et d'IA générative avec différents regards, différents points de vue. C'est ce que je vous propose maintenant pour pouvoir illustrer cette thématique. Évidemment, on peut challenger cette notion de durabilité avec l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative, évidemment. Pour autant, aujourd'hui, force est de constater, de manière très pragmatique, qu'aujourd'hui, l'IA, de manière générale, et l'IA générative, apportent véritablement des axes d'amélioration et d'optimisation dans de nombreuses industries et de nombreux métiers. Alors, on va en citer 3, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais pour autant, voilà, on considère aujourd'hui que ça y est, la démonstration de capacité est faite. Le premier, assez évident, dont on parle beaucoup, c'est évidemment la gestion de l'énergie. Aujourd'hui, l'IA et l'IA générative offrent des approches extrêmement intéressantes en matière de prédiction, multi-contenus, météorologiques, technologiques, etc., de manière à pouvoir optimiser les modèles de consommation énergétique, de pouvoir anticiper des pics, des creux, et améliorer aussi plus globalement la résilience des systèmes d'énergie. Ça devient quelque chose d'incontournable aujourd'hui, d'extrêmement puissant et performant, éprouvé, évalué, et dans lesquels on considère même que des gains de performance seront encore assez fort dans les prochaines années. Donc on a un impact d'une consommation plus raisonnable, plus durable de l'énergie grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier point. Alors oui, sur la gestion de l'énergie, effectivement, on peut rentrer dans des exemples très concrets. Alors, on a aujourd'hui, en région parisienne en particulier, ce qu'on appelle alors l'acronyme anglo-saxon, les smart cities, on va appeler ça plutôt les villes intelligentes, dans lesquelles d'ailleurs BPI est fortement engagé en matière d'accompagnement et d'innovation. Et l'objectif, en fait, est de pouvoir utiliser toutes les données qui permettent de prendre le pouls de la ville et d'optimiser les différentes actions, et en particulier d'allocation d'énergie, je pense au chauffage urbain en particulier, ou l'éclairage public, de manière à s'assurer que l'action de consommation de l'énergie liée à ce fonctionnement-là est déclenchée au bon moment et surtout pour la bonne durée. Vous savez tous, on n'a rien qui nous énerve le plus que de voir des lampadaires allumés en plein jour ou du chauffage activé à mauvais escient. Et bien là, aujourd'hui, de plus en plus de villes utilisent toutes ces données de manière à pouvoir assurer un déclenchement et automatiser tout cela de manière à s'assurer qu'on soit le plus réactif, le plus agile et le plus efficace possible. Le second, c'est l'agriculture. Alors l'agriculture est pas nécessairement de prime abord, forcément l'univers métier sur lequel on pourrait penser que l'usage de l'IA est important. Pour autant, l'agriculture est un métier très connecté et pour faire un petit clin d'œil, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai travaillé un petit peu au Canada et à l'île du Prince-Édouard en particulier, donc la plus petite province du Canada, pas loin de Terre-Neuve. Et leur spécialité à l'export et à la production, c'est la pomme de terre. Ça peut faire sourire, mais voilà, c'était vraiment des experts de la production de pommes de terre. Et il y a 15 ans, ils avaient déjà développé un outil, alors on va dire à base d'IA, évidemment bien moins performant qu'aujourd'hui, qu'ils appelaient la pomme de terre connectée, qui est en fait enfouie dans le sol, de manière à pouvoir monitorer les différentes constantes, température, humidité, hygrométrie, et puis vitesse de pousse de la pomme de terre, de manière à pouvoir identifier les manques éventuels, les besoins d'arrosage, et ensuite le bon moment de récolte. Et donc voilà, ça fonctionne. Ce sont des choses aujourd'hui, évidemment, qui sont encore plus déployées. Aujourd'hui, on voit beaucoup auprès de nos agriculteurs français des systèmes de positionnement par satellite de manière à pouvoir identifier de manière beaucoup plus fine les bons besoins d'arrosage, et pas simplement un arrosage global, mais vraiment par parcelle, grâce à des systèmes de vision et d'IA générative. Donc ça y est, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déployé, qui apporte véritablement de la valeur. On parle beaucoup de l'eau en France en ce moment, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Voilà, des exemples très concrets d'optimisation d'usage de l'eau grâce à l'intelligence artificielle, de manière à, là aussi, répondre aux enjeux de l'agriculture, tout en travaillant la préservation aussi de ce bien commun. Autre exemple assez évident, c'est toute la conception, la gestion des bâtiments. Aujourd'hui, les métiers de l'architecture et les métiers de la construction sont fortement augmentés par l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative dans les phases de conception, d'optimisation, qui permettent de plus en plus de construire des structures, des environnements qui sont, on va dire, nativement conçus pour être éco-énergétiques, ou en tout cas d'une consommation frugale d'énergie, de manière à pouvoir réduire au maximum les émissions carbone et les déchets rejetés. Donc on voit aujourd'hui que ça y est, c'est quelque chose qui est mis en place, dans lequel il y a un vrai apport, un vrai bénéfice et un vrai impact
sur l'environnement et les principales externalités que l'on a, que ce soit l'énergie et l'eau, par exemple. Et puis, les conceptions de bâtiments, effectivement, on a énormément d'exemples aujourd'hui. L'éco-conception, alors le terme, c'est, on va dire, l'éco-conception by design, en éco-énergie des bâtiments, c'est quelque chose qui devient aujourd'hui un standard. Alors c'est une très bonne nouvelle, de manière à faire en sorte qu'on ne soit pas que sur, on va dire, la performance artistique de l'architecte, mais qu'au-delà de ça, on y intègre d'ores et déjà, nativement, les problématiques de consommation raisonnée d'énergie, voire de bâtiments autosuffisants. Ce sont des choses qui se développent de plus en plus. On a beaucoup aujourd'hui de nouveaux bâtiments qui intègrent cela. Nativement, les nouveaux bâtiments, en particulier à la Défense, aujourd'hui sont construits aussi dans cette logique-là. Donc ça y est, cette approche finalement de la consommation de l'énergie, de la consommation d'une bonne conception de l'énergie dans la construction est quelque chose qui devient naturel, mais c'est naturel parce que l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative permet d'accélérer, de faciliter et d'augmenter la conception amont de ces bâtiments. On a aussi cette problématique des écoles et la capacité à avoir finalement un comportement actif-passif sur la consommation énergétique en fonction des températures extérieures. Et on voit ô combien, parce qu'on a eu une fin d'année scolaire extrêmement chaude pour beaucoup de nos élèves, et on a vu que des classes ont même dû fermer par rapport à cela. Donc oui, des écoles, alors souvent ce sont aussi des travaux assez onéreux pour des écoles, on va dire, construites il y a 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Par contre, pour les écoles construites aujourd'hui, oui, on a vraiment de plus en plus ces systèmes de fonctionnement actif-passif qui sont capables de s'adapter et d'être pilotés au plus proche des conditions météo, de manière à offrir à nos élèves des conditions, on va dire, d'enseignement qui soient plus raisonnables et acceptables. Alors, premier point, effectivement, c'était finalement l'apport de l'IA. Et on voit que l'IA et l'IA générative ont un impact vraiment démontré en matière de durabilité. Ensuite, regardons cette même pièce, mais dans une phase différente. On va parler de ce qu'on appelle le Green AI, ou finalement, comment l'IA peut être plus frugale et plus pérenne dans sa conception et son fonctionnement. Alors c'est évidemment une idée séduisante, mais c'est une idée qui est éminemment complexe, parce que c'est tout sauf binaire, donc ça nécessite en fait de jouer sur énormément de leviers, donc finalement de jouer sur beaucoup d'enjeux techniques, technologiques, financiers en même temps. La grande réflexion qui se cache derrière ça, c'est peut-on concevoir ou peut-on petit à petit se mettre dans une trajectoire d'une IA frugale, donc qui serait beaucoup plus raisonnable en termes de consommation, et de consommation énergétique en particulier, dont on parlera juste après. Alors je vais commencer par la fin, pour parler de deux choses extrêmement intéressantes. Le premier, c'est que le Numéum, donc, qui est le syndicat professionnel des acteurs du numérique, a produit en fin d'année 2024 une étude extrêmement intéressante, un rapport sur AI for Green et Green AI, qui vise justement à déjà comprendre, formaliser, structurer ces notions et les leviers sur lesquels on peut jouer. On en parlera juste après. Et puis en début d'année 2025, s'est passé en France un événement très important, c'était le sommet mondial pour l'IA, qui s'est déroulé au Grand Palais, qui était une manifestation extrêmement importante. Et à cette occasion, il y a une coalition mondiale qui a été lancée, donc pour une IA plus responsable et plus durable, qui vise à mettre en réseau les acteurs à la fois institutionnels, les acteurs de type ONG, et aussi les entreprises, à la fois consommatrices d'IA, mais aussi, on va dire, productrices, donc plutôt de l'univers des entreprises de services et de la tech, au service des entreprises consommatrices, et mettre tout ce monde en réseau de manière à imaginer, travailler ensemble pour trouver des nouvelles pistes et des nouvelles solutions. Et c'est extrêmement intéressant parce que, ça y est, pour une fois, on se dirige dans une logique d'intelligence collective de manière à mettre en réseau les idées, les innovations, pour petit à petit trouver des réponses sur ce sujet. Mais pour revenir plus concrètement sur cette notion de Green AI, en fait, la Green AI, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on touche à la fois sur les notions d'infrastructure, les fameux data centers, qui sont par définition des gouffres de consommation énergétique, à la fois en termes d'électricité et en termes d'eau. On touche aussi aux modèles mathématiques, aux modèles de langage qui sont utilisés par les outils d'IA générative pour pouvoir produire les résultats. Et donc là, on touche à des acteurs, finalement des acteurs du logiciel, qui conçoivent, maintiennent et développent. On parle OpenAI, on parle Google, etc. Ce sont ces Microsoft, ce sont ces acteurs-là. On touche aussi aux approches, on va dire, plutôt d'impact sur l'éco-conception, l'externalisation, voilà, tous ces enjeux extrêmement forts pour pouvoir proposer une IA globalement plus efficace et plus frugale. Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de choses sont lancées.
Aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de choses très concrètes. C'est-à-dire qu'on travaille, on réfléchit. Nous-mêmes sommes engagés pour la coalition d'une IA plus durable suite au sommet mondial de l'IA de Paris, parce que c'est de notre devoir et de notre responsabilité de travailler et de réfléchir sur ces sujets-là. Mais je pense que voilà, on est parti pour quelques mois, quelques années de travaux importants. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a désormais une conscience qu'il va falloir bouger et évaluer et évoluer dans cette voie-là. Alors, petit clin d'œil sur ce Green AI. Finalement, ça consomme quoi d'utiliser ChatGPT? Alors, ce que je peux vous garantir, c'est que les chiffres dont on va parler sont évidemment faux, parce qu'on trouve de tout. Néanmoins, ça donne quelques tendances. Jusqu'à présent, on considérait que le modèle GPT-3, qui a été le modèle éminemment connu et déployé de ChatGPT, consommait environ 1 demi-litre d'eau par conversation, en moyenne. Qu'une requête ChatGPT émettait l'équivalent d'un peu plus de 4 grammes de CO2. Donc ça, on peut dire unitairement, oui, c'est pas énorme, sauf qu'on multiplie ça par des millions et des millions de requêtes quotidiennes, on voit tout de suite l'impact et le volume que ça représente. Néanmoins, on s'aperçoit que les choses bougent aujourd'hui en la matière, et je ferai référence à la prise de parole de Sam Altman de juin de cette année, juin 2025, qui expliquait que dans le cadre de l'évolution de leur modèle, ils ont revu complètement l'architecture, l'infrastructure et le code de ces gros modèles de langage, et qu'aujourd'hui, une requête, en moyenne, de ChatGPT consomme 0,3 millilitres d'eau. Donc ça veut dire 1/15 de tasse, de petite cuillère, de tasse à café. Donc on pourrait venir une décroissance phénoménale autour de ça. Alors pour challenger, puisqu'il faut aussi avoir différents regards autour de ces chiffres, des études indépendantes ont, elles, estimé que c'est pas 0,3 mais plutôt 10 millilitres par requête. Mais on est quand même bien loin du demi-litre qui était jusqu'à présent, on va dire, plutôt la métrique communément utilisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces gros acteurs aujourd'hui ont pris conscience de l'impact de leur technologie sur l'environnement et les externalités, et que de toute façon, ils sont engagés dans une capacité à pouvoir réduire, optimiser et faire en sorte que l'usage de ces plateformes soit moins consommateur de ressources. Autre exemple, on en parlait un petit peu plus tôt, puisqu'on a quand même un acteur européen très, très connu en la matière, c'est Mistral. Mistral communique aujourd'hui beaucoup sur l'impact écologique de l'usage de leur modèle dans le cadre de requêtes d'IA générative. Et donc, eux considèrent qu'en moyenne, une requête de production d'une page de texte, ça équivaut à environ un peu plus d'1 gramme de CO2 ou 5 millilitres d'eau. Donc on retrouve un petit peu entre 3 et 5, on retrouve à peu près les mêmes indicateurs que côté OpenAI. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a en tout cas, et c'est la très bonne nouvelle, il y a aujourd'hui une prise de conscience. On se rend compte que ces outils sont des gouffres à consommation énergétique au sens large, et qu'il est du devoir de tous de se réveiller, de travailler, d'avoir de l'impact pour optimiser cela. Donc la bonne nouvelle, malgré tout, c'est que ça y est, ces géants de la tech sont engagés et que, de fait, on va aller vers une voie d'amélioration, même si la consommation restera évidemment extrêmement importante, on va quand même vers une optimisation au fur et à mesure de cette consommation. Au final, je ne vais pas dire peu importe, mais de toute façon, on a guère de mesures là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est néanmoins la tendance et les travaux qui sont engagés. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui conscience d'un besoin d'économie, d'être plus raisonnable sur, entre guillemets, les matières premières consommées pour pouvoir faire tourner ces modèles. Alors, autre point, on parlait des externalités. L'énergie est une externalité fondamentale, évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle générative, parce que tout cela, ça ne marche que dans des data centers, et donc des data centers ne fonctionnent qu'au travers de l'électricité. Un point important, en 2024, on estimait en moyenne, en termes de consommation énergétique, en terawatts, que tous les centres de données mondiaux consommaient environ 415 terawatts sur l'année 2024. Juste pour vous donner quelques mises en perspective, la Grande-Bretagne, c'est 315, l'Espagne, 270 terawatts, et la France, 467. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, 2024, si on prend la somme de tous les data centers, ils avaient une consommation énergétique à peu près équivalente à un pays comme la France. Donc, autre élément important dans la notion d'externalité, quand on parle de ce sujet, c'est évidemment la consommation énergétique, l'électricité consommée par les data centers, qui sont évidemment le socle de l'usage de ces outils d'IA générative. Quelques chiffres, parce que c'est quand même important de mettre en perspective. Donc on va raisonner en terawattheure sur les chiffres qui vont être partagés.
Aujourd'hui, si on considère, alors aujourd'hui c'était plutôt une vision à fin 2024, mais bon, néanmoins considérons que c'est quand même toujours d'actualité, si on sommet l'ensemble de la consommation énergétique de tous les data centers utilisés sur le sujet, on arrivait à 415 terawatts de consommation pour l'année 2024. Juste pour vous partager une petite perspective, la Grande-Bretagne c'est 315, l'Espagne c'est 270, la France 467. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des data centers mondiaux consomment autant qu'un pays comme la France, à peu près, en hors taxe. Donc ça, c'est la vision 2024. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la projection pour les années qui viennent. Alors, on va se prendre une projection à 5 ans, hein, on est de 2025, donc 2030. Et bien en fait, en 2030, on considère qu'on va faire plus que doubler. C'est-à-dire qu'on va passer de 415 à 945. Et 945, ça nous amène à des consommations énergétiques proches du Japon, qui, eux, sont quasiment à 1 milliard de terawatts. Et donc on voit une explosion, c'est-à-dire qu'en 5 ans, on va faire plus que doubler, et encore, aujourd'hui on considère, puisqu'évidemment ces chiffres sont revus régulièrement, on considère que c'est une vision, on va dire, raisonnablement pessimiste, puisque on pense qu'en fait l'accélération va être encore plus forte, parce que la demande accélère plus vite que ce qu'elle avait été envisagée, et donc on aura probablement des besoins de centres de données plus importants, et donc des besoins de consommation électrique, de refroidissement encore plus importants. Donc on a un vrai sujet. Dit autrement, l'IA générative, en matière de consommation énergétique, ça pose un vrai sujet, et un sujet éminemment complexe, parce qu'on est sur une pente d'accélération exponentielle sur les perspectives des 5 années qui viennent. Et donc, là aussi, hein, si on prend toujours un petit peu de recul par rapport à ça, si on regarde le niveau global en termes de part de consommation mondiale d'électricité, hein, donc 2024, si on prend les mêmes chiffres, on était à 1,5, c'est-à-dire que les data centers représentaient 1,5% de la consommation mondiale d'électricité. En hors taxe, horizon 2030, on aura doublé. Donc ça sera au moins 3%, sachant que cette pente de croissance est aujourd'hui, la plupart des experts en conviennent, plutôt pessimiste. Donc ça veut dire qu'on aura une accélération probablement plus importante. Ça veut dire que la seule consommation énergétique des data centers pèsera pour plus de 3% de la consommation électrique mondiale à l'horizon 2030. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, on a aujourd'hui un sujet sur l'optimisation, sur l'innovation, sur la manière de traiter autrement la consommation énergétique de ces data centers. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'annonces ces derniers mois de grands opérateurs qui se rapprochent de spécialistes de structures énergétiques et dont on parle beaucoup aujourd'hui de mini-centrales nucléaires adossées aux data centers de manière à avoir une logique plus autonome de production électrique, de manière à moins impacter les réseaux mondiaux énergétiques aujourd'hui en place. Alors, on a parlé finalement du côté positif, des enjeux du Green AI, de la consommation électrique. Il y a un autre sujet extrêmement important quand on parle d'IA et d'IA générative en particulier, ce sont les notions d'éthique et de numérique responsable. Pourquoi? Parce que ce sont des enjeux sociétaux majeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces technologies touchent toute la société, toutes les tranches d'âge, on l'a vu, tous les milieux sociaux, les particuliers comme les entreprises. Donc, l'usage est de plus en plus généralisé. Donc, il faut aujourd'hui aussi se poser ces questions d'éthique et de numérique responsable de manière à pouvoir garantir une généralisation qui soit maîtrisée, maîtrisable en la matière. Alors là aussi, je vais démarrer par la fin parce que c'est une info toute récente. Vous savez peut-être que le modèle 5 de ChatGPT sera déployé dans les prochains jours, prochaines semaines. On estime qu'il sera déployé courant août. Donc il sera la dernière génération, la plus évoluée des modèles de langage de ChatGPT, donc d'OpenAI. Et Sam Altman, le patron du groupe, a pris récemment la parole, c'était je crois la semaine dernière, en fin de semaine dernière, dans un podcast pour justement annoncer et expliquer. Et pour la première fois, alors là aussi prenons un petit peu de recul sur ce que je vais dire, parce qu'il y a probablement une dimension marketing associée à cela, mais pour la première fois, Sam Altman reconnaissait, alors à la fois être impressionné, ça tombe bien, c'est son produit, mais surtout avoir un sentiment de perte de maîtrise sur la production faite par ses propres outils, un sentiment que finalement le résultat, la dynamique, l'automatisation produite, petit à petit, semblait être moins contrôlable et moins gérable par les équipes techniques. Donc on touche néanmoins un point intéressant, alors sans tomber dans la science-fiction et se faire peur pour rien, mais pour autant, dire qu'on commence à toucher quand même une mécanique d'accélération, une forme d'autonomie de la technologie qui n'est plus forcément complètement 100% compris par, on va dire, les propres éditeurs de ces mêmes technologies.
Allez, une fois qu'on a dit ça, néanmoins, revenons aussi à des choses un petit peu plus pragmatiques, mais néanmoins extrêmement importantes. Quand on parle d'IA et d'IA générative, on parle aussi souvent de biais et de discrimination. Encore une fois, l'IA se comporte en fonction des données qui ont été ingérées et des modèles associés. Et donc, si les contenus ingérés portent des biais, ce qui reste souvent mécaniquement le cas, et ben le résultat pourra lui aussi porter des biais, voire la discrimination. Un exemple très concret, vous utilisez un outil de production d'images, on va en prendre un qui est incontournable, qui s'appelle Midjourney. Vous lui demandez de produire une image, donc de générer une image d'une réunion de travail dans un bureau. Et bien, à 99% des cas, vous aurez une image, donc dans un bureau, on va dire, très cliché, avec uniquement des hommes. Pourquoi ? Parce que là aussi, le logique d'apprentissage et les biais associés sont liés à cette vision très centrée homme de l'univers du travail. Alors vous allez dire que c'est volontairement un peu provoque, oui, mais c'est la réalité. Et qu'aujourd'hui, autre point aussi important, c'est que ces biais et ces discriminations sont portés par la nature même des données d'apprentissage. Et quand vous regardez quels sont, on va dire, les deux grands univers d'où sont entraînés les outils d'IA aujourd'hui sur le marché, finalement, c'est un monde bipolaire. Ce n'est plus la guerre froide avec les États-Unis, l'Europe d'un côté et la Russie de l'autre. Non, aujourd'hui, c'est une opposition. D'un côté, les pays asiatiques et la Chine en particulier, avec un cœur d'apprentissage extrêmement fort, et de l'autre, les données nord-américaines, donc États-Unis principalement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut bien avoir conscience, quand on utilise ces outils, un ChatGPT, un DeepSeek, que finalement, ce qui est produit d'une certaine manière conditionné par des données d'apprentissage et des algorithmes liés aux cultures, aux approches et aux manières de fonctionner de ces données d'apprentissage. Donc gardons bien ça en tête, que de toute façon, ce qui est produit a mécaniquement une logique d'orientation et de biais, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Un point important concernant la notion d'éthique et de numérique responsable autour des biais et de la discrimination, c'est évidemment lié aux données d'entraînement. Et aujourd'hui, quand on regarde la localisation de ces mêmes données, c'est-à-dire où sont utilisées les données pour l'apprentissage de ces grands modèles de contenu, en fait, on s'aperçoit qu'on retrouve un petit peu l'opposition qu'on avait connue dans les années 70-80 entre l'Est et l'Ouest, sauf que là, c'est d'un côté, vous avez la Chine, avec un lieu énorme de données d'apprentissage, et de l'autre, vous avez l'Amérique du Nord. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut bien avoir conscience quand on utilise DeepSeek, si on fait référence plutôt à des outils chinois ou un ChatGPT ou autre, plutôt outils nord-américains, que ce qui est à la fois ingéré, restitué est mécaniquement lié aussi à des biais. Donc ayons bien ça en tête quand on l'utilise, parce que c'est aujourd'hui inhérent à l'usage des outils d'IA générative. Deuxième point extrêmement important, c'est la notion de transparence et d'explicabilité. Et ça, c'est un point important, c'est rendre compréhensibles les modèles d'IA générative. Et ça, c'est un sujet éminemment sensible, de manière à pouvoir comprendre, décrypter, et voir un petit peu la mécanique de traitement qui aboutit au résultat. Alors évidemment, quand on est aujourd'hui sur des modèles à plus de 10, 15, 20 milliards de paramètres, au final, ça signifie plus forcément grand-chose pour nous, mais ça veut dire que, évidemment, on rentre dans des éléments de complexité vraiment incroyable, et que par conséquent, il faut probablement inventer ou réinventer des nouvelles approches de manière à pouvoir néanmoins garantir une forme de transparence et d'explicabilité. Deux points. Le premier, vous l'aurez peut-être remarqué dans les dernières versions des modèles des grands acteurs, et celui d'OpenAI en particulier, lorsqu'ils traitent votre prompt, votre requête, en fait, ils vous expliquent la manière de le traiter, de manière à vous donner finalement en visibilité le cheminement de fonctionnement de l'outil. Et alors, petit clin d'œil, on parlait un petit peu de science-fiction tout à l'heure, juste quelque chose d'assez rigolo, je ne sais pas si vous avez vu des articles il y a quelques semaines maintenant, en fait de mécanique d'autopréservation de l'IA, au travers d'OpenAI en particulier. En fait, c'est des requêtes, des prompts, qui demandaient de réaliser une tâche et ensuite de s'arrêter dans le traitement. Et en fait, on a vu, alors, là aussi, pour être très transparent, sur des petites proportions, on parle de 1, 2, 3, 4% des cas. En fait, une mécanique mise en place par l'IA générative, refusant finalement de s'arrêter, et en fait commençant à tenir des propos plutôt proches de la manipulation et du mensonge, de manière à pouvoir continuer à fonctionner. Donc, néanmoins, ayons bien ça en tête, que malgré ces notions de transparence et d'explicabilité, il y a quelques indicateurs aujourd'hui qui commencent à laisser penser qu'il y a des phénomènes un petit peu autonomes
qui se développe aujourd'hui dans ces outils-là, de manière à pouvoir produire et accélérer les requêtes. Alors, sans dire que c'est évidemment pour nuire à l'utilisateur, pas du tout. Simplement, mettons-nous en perspective sur ce qui est utilisé derrière. Les systèmes de LLM et d'apprentissage sont liés à des systèmes de récompense, c'est-à-dire que quand la réponse est juste, il y a une forme de récompense qui est allouée au résultat dans la machine, et donc il y a probablement des biais, tout simplement, autour de cette mécanique de récompense. C'est-à-dire que voilà, quand on va jusqu'au bout en permanence, en répondant de manière juste, ou en tout cas à la demande de l'utilisateur, il y a des récompenses, et donc c'est aussi probablement une explication de ces biais d'autopréservation de l'IA. Troisième point, alors à la fois on pourrait y passer des heures et en même temps y aller assez vite, c'est évidemment le respect de la vie privée. Ça c'est un point important, de manière à s'assurer que ce qui est partagé reste bien sous contrôle. Vous seriez surpris de voir le niveau de confidentialité des informations qui sont partagées. On dit de plus en plus que ChatGPT devient un psy et un coach. Aujourd'hui, les gens partagent sans réellement se rendre compte des codes de carte bleue, des informations extrêmement personnelles. Donc on voit quand même apparaître des biais. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a une polémique, ou en tout cas quelque chose qui est sorti, c'est en fait la capacité de pouvoir retrouver des interactions de ChatGPT sur Google, puisque tout simplement, en fait, vous avez une mécanique qui s'appelle partager sur ChatGPT qui permet de partager des discussions. Et en fait, on s'est aperçu que, et là aussi ça reste quand même la force de Google, que Google avait réussi à indexer une grande part de ses contenus partagés. Et donc, c'est comme tout, peut-être que parfois il y avait des informations un peu confidentielles. Et donc, alors, maintenant on peut s'amuser, ça y est, c'est fini. Les biais ont été identifiés, les failles identifiées et corrigées. Ce matin, ça ne marchait plus. Mais pour autant, il y a eu quelques jours des accès assez faciles et assez rapides à des contenus qui pouvaient être quand même éminemment sensibles. Et enfin, dernier point, qui lui est extrêmement important, quand on parle d'intelligence artificielle éthique, responsable, durable, et s'inscrire dans une logique de numérique responsable, ça veut dire qu'il faut absolument travailler de plus en plus sur la conception d'intelligence artificielle qui soit, on va dire, numérique responsable et éthique, qu'on appelle par design, c'est-à-dire nativement conçu. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a aujourd'hui un institut en France, l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable, qui est extrêmement actif, évidemment, en matière de numérique responsable, et qui propose depuis quelques mois maintenant un référentiel, qui s'appelle, pour ceux qui sont intéressés, le RIA 31, qui donne finalement l'ensemble des indications et des règles à suivre de manière à pouvoir concevoir et utiliser de manière raisonnée l'intelligence artificielle dans ses outils et dans ses produits. Donc je vous invite vraiment à pouvoir rentrer un petit peu dans le sujet parce que c'est aussi très intéressant dans la bonne compréhension de ce qu'on entend par numérique responsable et intelligence artificielle. Un point aussi important, c'est l'encadrement réglementaire. On est en Europe et donc on a évidemment, en étant un petit peu taquin, cette habitude de réglementer et d'encadrer. Donc il y a depuis maintenant 2 ans et demi, le fameux IA Act qui avait été travaillé fortement et donc qui est aujourd'hui déployé et ratifié au niveau global européen, qui vise à encadrer le développement et l'usage de l'intelligence artificielle de manière globale et générative en particulier. Ce qu'il faut retenir, il y a quelques points importants. Le premier, c'est que cette IA Act, en fait, repose sur une approche basée sur les notions de risque. C'est-à-dire que les systèmes d'IA, donc les outils, sont classifiés en fonction d'un niveau de risque qui va, on va dire, du plus simple au plus élevé en fonction des enjeux de confidentialité, d'accessibilité à des données extrêmement sensibles. Et donc l'IA Act impose justement des obligations au regard des niveaux de confidentialité, en particulier en matière de transparence, de traçabilité et de robustesse. Et ce mot robustesse est un point important, de manière à pouvoir garantir un fonctionnement pérenne malgré d'éventuelles difficultés. Comme tout système réglementé, il existe néanmoins quelques interdictions, et en particulier pour des intelligences, et en particulier pour des intelligences artificielles spécialisées qui peuvent prendre et qui peuvent engager des risques que l'on considère en Europe inacceptables, en particulier pour la surveillance de masse, au travers de la reconnaissance faciale, et la notion de notation sociale, c'est-à-dire usage de données tierces de manière à faire une forme d'évaluation sociale de chaque individu. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien, la Chine l'a démontré de manière, on va dire, globale, mais pour autant, l'IA Act interdit aujourd'hui cet usage sur le sol européen. On parlait d'approche basée sur le risque, des interdictions spécifiques. Il y a aussi une obligation qui est très importante en matière de transparence, de manière à pouvoir faire en sorte que quand on dialogue, quand on interagit avec une intelligence artificielle générative, on est prévenu. Aujourd'hui, les mécaniques de discussion sont extrêmement élaborées et dans beaucoup de cas, ça devient de plus en plus difficile de faire la part des choses entre un interlocuteur humain ou
automatisés, je pense en particulier dans les centres d'appel. Et donc aujourd'hui, l'IA Act impose justement de pouvoir bien différencier les canaux de communication et la nature d'interaction avec chacun de ces canaux, savoir si on est sur une interaction humaine ou complètement automatisée, de manière néanmoins à ne pas, entre guillemets, induire d'erreurs auprès de l'utilisateur. Et on voit que les grands réseaux aujourd'hui, je pense à Instagram en particulier, suivent aussi cette voie, puisque vous voyez de plus en plus pour des contenus d'images qui paraissent réels, une mention comme quoi l'IA générative est utilisée pour produire ces rendus. Et enfin, dernier point, et je ferai un clin d'œil aux propos autour de l'impact environnemental. Évidemment, l'IA générative, on l'a vu, est quelque chose qui a de l'impact, et un impact assez fort en la matière, et que de fait, l'IA Act reconnaît l'importance de l'impact environnemental de l'IA, et donc encourage les acteurs à travailler sur la réduction de la consommation énergétique et plus globalement de la consommation des grandes externalités liées à l'intelligence artificielle générative. Un petit point néanmoins, pour illustrer cela de manière très concrète, sur l'impact de l'IA et de l'environnement. On considère aujourd'hui qu'on a un rapport de 1 à 40 en termes de consommation énergétique au travers d'une requête de ChatGPT, pour être très concret, entre un prompt dit simple et un prompt dit très élaboré. Ça veut dire que le niveau de complexité de la requête passée sur l'IA générative impacte évidemment l'impact environnemental associé à la requête et sur des ratios extrêmement importants. C'est-à-dire que voilà, on est quand même sur une phase de 1 à 40. Donc ça veut dire que plus on utilisera de manière complexe ces outils d'IA générative, et plus on aura de la consommation énergétique forte et donc des enjeux qui s'imposeront à nous. Alors pour finalement vous partager quelques convictions, c'est important d'avoir des convictions, ou en tout cas d'essayer de vous partager ce qui m'anime au quotidien. Le premier point, c'est que en fait, ça y est, c'est engagé. La rupture autour de l'IA générative est engagée. Alors, on ne rentrera pas nécessairement dans le débat de évolution, révolution, c'est pas le sujet. Néanmoins, ça y est, c'est engagé aujourd'hui, et c'est quelque chose qui, de toute façon, s'impose de plus en plus à nous au quotidien. Que de fait, comme c'est aujourd'hui engagé à marche forcée, la notion de durabilité devient une exigence et c'est pas une option. C'est-à-dire que concevoir des dispositifs qui intègrent cette dimension durable dans la conception des environnements utilisant l'IA et l'IA générative, c'est quelque chose qui est majeur aujourd'hui et qui devient incontournable pour l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs technologiques qui conçoivent les outils que les acteurs, entre guillemets, consommateurs, entreprises et particuliers, qui utilisent ces mêmes outils. Que pour autant, une fois qu'on a dit ça, le sujet de durabilité et d'impact sur l'environnement, c'est quelque chose qui est complexe, parce que ça impacte une chaîne de valeur qui est extrêmement étendue et extrêmement évoluée. Et donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de mesures et beaucoup d'humilité sur ces sujets, parce que la vision très binaire 1 ou 0 ne marche pas dans ces sujets-là, et que on a lancé les sujets, ça y est, c'est la bonne nouvelle. Beaucoup d'actions sont engagées, mais que maintenant, le travail s'impose à nous de manière à pouvoir trouver des réponses, trouver des solutions, et ne jamais oublier que parfois, la meilleure des réponses, quant au bon usage de l'IA, c'est de savoir si réellement on a besoin d'utiliser l'IA générative. Il y a 3 ans, ça n'existait pas. Pourtant, ça fonctionnait quand même bien. Donc aujourd'hui, le tout IA n'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà, c'est raison garder et aussi avoir du pragmatisme quant à l'usage et au bon usage de l'IA générative au quotidien. Que, néanmoins, soyons aussi réalistes, ça offre de très belles opportunités, à la fois des opportunités économiques, de création d'entreprises, d'évolution des produits, etc., mais aussi des vraies opportunités dans l'impact environnemental, d'optimisation, de réduction de coûts, de conception optimisée. Donc aujourd'hui, oui, l'IA et l'IA générative apportent de la valeur. Mais encore une fois, l'enjeu n'est pas tant de savoir si ça l'apporte ou ça n'apporte pas. L'enjeu, c'est de savoir pour quels usages et dans quelle mécanique on les utilise. Et enfin, un point important, c'est que je pense qu'il y a un mot dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années dans l'univers Internet, c'est le mot confiance. Et que là, il va falloir aller conquérir la confiance autour de l'usage de l'IA générative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir confiance, c'est avoir en tout cas une compréhension de l'éthique associée à l'usage, de la transparence quant aux algorithmes utilisés, et un minimum de régulation, de manière à se prémunir de dérives autour de cela.